est-ce que je peux me permettre d'aborder, de tenter de répondre à à ce volet de la question de la violation de Wamoun qui est en prison. Bon, et il y a un bagage qui est important, c'est que ici en Haïti, bon, il y a un adage qui dit que, ou pas qu'on ait un État notamment, pour qu'on ait un État qui, pour juger niveau de civilisation de une société, c'est l'on rentre dans la prison. Autrement dit, on peut juger du niveau de civilisation d'une société en entrant dans cette prison. Et je pense que ça vaut également pour la situation haïtienne, la situation carcérale en Haïti. Bon, il faut dire que les détenus donc, sont confrontés à énormément de violations des droits humains. Il y a d'abord le droit à la détention préventive volontaire, ce que nous autres, au niveau de l'avocat sans frontières Canada, on appelle détention provisoire abusive, c'est le fait de laisser une personne en détention sans être jugée pendant des années. Alors que en droit international, donc, il y a des garanties judiciaires, il y a un ensemble d'instruments juridiques internationaux qui consacrent, Benfeniel, qui Benfeniel, proclament. allô, Oui, allô? alors, oui, Oui, vous me oui, je permettez, suis là. il y avait un problème, mon micro était fermé. Ok. Merci Ah, pour votre compréhension. Comme OK. je vous ai dit, en fait, nous sommes sur les ondes de la radio Explosion. Il y a un large, nous avons une large écoute. Maintenant, permettez-moi d'inviter les auditeurs à formuler des questions pour ceux qui ont des questions à poser. Mesdames, Messieurs, vous pouvez nous appeler ou écrire 43 95 65 65. Soit vous nous appelez sur 43 95 65 65 pour poser des questions, libre en créole, jonglé, OK? Soit vous nous écrivez sur 42 54 64 50 sur WhatsApp. Vous nous écrivez sur WhatsApp dans 42 54 64 50 ou vous vous appelez directement sur 43 95 65 65. Nous capables de relayer, poser des questions en créole, et même les nous parlent français, ils sont tous des Haïtiens comme nous. Et nous avons aucun problème de parler français, de parler créole. Et nous libre, ok, libre. Maintenant, si il y a un auditeur qui a une question pour poser avec conférencier, il est capable de poser question à 43 95 65 65 ou du moins, il est capable d'envoyer un message sur WhatsApp dans 42 54 64 50. OK, merci et soyez très libre hein, pour poser des questions sans problème. OK. Maître Faniel, oui, Oui, allô? maître d'origine, bon, je pense qu'il est. Oui, oui. Vous m'entendez, maître d'origine? Oui. Je vous écoute maintenant. OK, bon, pour faciliter la compréhension de plus loin, parce que là, il y a des auditeurs et des auditrices qui écoutent, bon, qui participent à qui écoutent l'émission, bien évidemment. Bon, et il y a une question donc, qui a été posée en lien avec la violation, ou bien les violations des droits des détenus. Est-ce que vous nous autorisez à y répondre? Ah oui, aucun problème. Je vous réponds. C'est bien. OK, bon, je vais le faire en créole pour permettre à tout un chacun de bien Comme- comprendre ce que je vais dire. OK. Et ici en Haïti, Haïti, depuis des années, a fait face à une situation qui c'est un phénomène que les phénomènes de détention préventive prolongée, DPP. Détention préventive prolongée, hein, que bien évidemment, l'organisation de Avocats sans frontières Canada, relève détention provisoire abusive. Mais tout ça, il désigne qui ça? Il désigne le fait que ils maintenu un moun ou bien un groupe de moun en prison pendant des années sans que moun sa encore jamais passé devant un juge pour que soient capable de statuer sous sol pour dire est-ce que est coupable ou pas, il n'est pas coupable. Alors que nous connaissons qu'en droit international, il y a les garanties judiciaires. Oui. C'est tout un ensemble de garanties, c'est tout un ensemble de garanties d'ordre procédural qui visait à protéger le droit monde qui fait objet de poursuite pénale. Parmi les garanties, ça, il y a une garantie qui est très importante, c'est le droit d'être jugé sans retard excessif. Donc, tout le monde qui est en prison, indépendamment de l'infraction que reproche à Mounza, Mounza, il a droit pour être capable de juger dans un délai sans retard excessif. Il y a une autre convention, par exemple, la Convention américaine relative aux droits humains.
de 1969 que Haïti ratifié en 1999, il parlait de ça, nous doit pour que doit pour nous juger sans dans un délai raisonnable. Donc, le fait qu'on mette nous, par exemple, qui poursuivi pour un délit, par exemple, un vol simple, 1 an à 3 ans, monde, ça fait 5 ans, fait 6 ans. Donc, ça, les constitue, ça, une violation du droit à la liberté de la personne. Ah oui. Le droit à la liberté de la personne est son droit qui est extrêmement important, qui est protégé par tout instrument juridique international conventionnel, que ce soit Convention américaine relative aux droits humains, que ce soit Pacte international relatif aux droits civils et politiques que Haïti ratifie également en 1991, tout ça est protéger le droit à la liberté individuelle. Donc, le fait que l'État lui-même pas prend aucune disposition pour le capable de respecter l'obligation, c'est-à-dire faire en sorte que renforcer le système judiciaire de telle sorte que le système ça est en mesure pour le capable de juger Mounio sans retard excessif. Comment on fait comprendre qu'il y a des gens qui accusés de un crime? On a fait 10 ans de détention provisoire abusive sans avoir été jugé. Donc, il s'agit bien évidemment d'une violation du droit à la liberté, mais également d'une violation de la présomption d'innocence. Parce que, présomption d'innocence, là, il dit que tout le monde qui fait objet de poursuite pénale, présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement démontrée par un tribunal indépendant et impartial. Yeah. Donc, et principe ça, il fait des obligations à l'État. Obligations notamment pour faire en sorte que moun ça, lorsqu'on va le juger, ce n'est pas lui-même qui peut venir porter preuve de innocence. C'est vous-même, partie poursuivante, là, en l'occurrence le ministère public, qui doit venir avec preuve. Mais dès lors que vous n'avez pas de preuve, moun ça, il est libéré. L'autre question qui a un rapport avec la question de violation des droits humains, c'est la question des conditions de détention indignes. Là, on a parlé de dignité. Là, moi, je pense que c'est très important, c'est très intéressant pour aborder cette question. Dès l'article 10, Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, que Haïti ratifié, Jacques Ndian, il dit que toute personne privée de liberté, il dit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Gagné Convention américaine relative aux droits humains en son article 5.2, il dit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. Donc, c'est une obligation qui est faite à l'État de traiter les personnes qui sont en détention avec dignité. Et l'État, suivant le point américain des droits de l'homme, le européen des droits de l'homme dit ça tout, l'État n'est pas capable de mettre en avant des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre politique, pour que lui-même n'ait pas respecté l'obligation. Donc, le fait par l'État de ne pas respecter ces obligations, notamment en matière de bonnes conditions de détention, ça vient faire que conditions qui sont en détention, ils viennent devenir des conditions inhumaines et dégradantes. D'ailleurs, ce n'est pas moi-même qui dis, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Yvon Neptune contre Haïti en 2006. Il dit que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il dit que les détentions dans des conditions de surpopulation avec un manque de ventilation et de lumière naturelle, sans lit pour se reposer, ni de conditions d'hygiène adéquates, en isolement et incommunication ou d'autres restrictions abusives au régime de visite constituent une violation à l'intégrité personnelle. Je me rappelle pour nous dire que le droit à l'intégrité personnelle, c'est un droit intangible. Ça veut dire qui ça? Son droit qui n'est pas capable, l'État n'est pas capable de déroger à lui-même, quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre. Parce que c'est une loi qui vise à protéger au prime abord la dignité de la personne. Or, conditions de détention que les détenus trouvent dans les prisons haïtiennes, ce sont des conditions qui sont qualifiées, que ce soit par les Nations Unies à travers le BINI, ou bien la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de conditions de détention inhumaines et dégradantes.
D'ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il dit que dans un arrêt Lopez contre Argentine, il dit que lorsque les conditions de détention humaine ne sont pas respectées, elles sont constitutives de traitements cruels, inhumains et dégradants, car elles ne répondent pas ou bien elles n'obéissent pas, elles ne respectent pas les exigences matérielles minimales de traitement digne. Donc, et pour répondre à la question, c'est que les détenus en Haïti, ils ont subi un ensemble de violations multiples. Violations allant du droit à la vie, parce qu'en pile détenu, du fait de ces conditions désastreuses, en pile détenu perdu la vie. Donc, le droit à la vie des détenus donc, violé. Le droit à l'intégrité physique et morale des détenus violé. Le droit à la liberté individuelle des détenus sont violés. Le droit au respect de la présomption d'innocence des détenus sont violés. Mais également le droit à un recours effectif, c'est-à-dire le détenu, ça, lorsque dans une situation ça donc, il n'est pas capable de juger, l'État pas bail possibilité pas prendre des mesures, des dispositions adéquates et nécessaires pour être capable de juger de telle sorte que, et le juger autour, il faut me dire ça tout, il faut juger au suivant le principe du droit à un procès équitable. Donc, c'est ça, donc c'est-à-dire, ici en Haïti, les droits des détenus sont systématiquement violés par l'État, malgré bien évidemment toute obligation que l'État prend sur le plan international pour le capable de respecter les droits humains, en particulier droits monde qui en situation de détention en situation de détention. Merci. Donc, je Ah sais oui. pas si maître Oui, Grégoire. Donc, je vous écoutez bien. En fait, il y a une question, il y a un auditeur, en fait, qui a dit, est-ce que Jodia nous capable de parler de l'État? Voilà, c'est cette question. Hein. Est-ce que Jodia nous capable de parler de l'État? Je ne sais pas qui entre vous qui est en mesure de répondre aux questions bon, de maître l'auditeur. Grégoire, donc Ouais. peut-être vous pouvez y aller. Donc après, donc, moi, je pourrais intervenir si vous le voulez. Oui, Maître Daniel, merci pour ton intervention sur les détenus. Moi, je pense qu'en fait, la question des détenus, ça peut faire objet d'une conférence à tout seul. C'est une question vraiment vaste. Et juste pour m'ajouter deux points qui tiennent ma cœur aussi dans la question des détenus, c'est par exemple, si on prend ensemble de principes minima sur le traitement des détenus, qui parlait de droits pour séparer détenus qui sont vulnérables, par exemple. Si on prend, par exemple, en pénitentiaire nationale, les gens qui peuvent avoir tuberculose ou bien qui ont une maladie, les mêmes côté avec les gens qui sont en santé. Donc, ça qui violait au moins deux principes, en fait. Déjà, droit pour séparer les gens qui sont vulnérables et ensuite, troisième principe, là, qui c'est droit à la santé des détenus. Donc, c'est dire qu'en fait, en matière de questions gestion des prisons et traitement des détenus, franchement, en Haïti, je pense que c'est zéro. Alors, pour me dire pour la dernière question, Gilles soulevé, question, est-ce qu'on peut parler de Haïti comme État, c'est ça? Oui, oui. La question c'est, est-ce que Jodia, donc, a parlé de l'État en Haïti? Alors, donc en fait, il y a quatre Cette éléments question, les auditeurs. constitutifs. Il y a quatre éléments constitutifs pour parler de État. En fait, c'est des éléments qui sont reconnus en droit international public. Je dis, si quatre éléments sont réunis, nous avons en présence en État. Donc, déjà, il faut un territoire. Bon, en Haïti, nous avons 27 000 kilomètres là. Nous dit que, je crois que c'est 27 700, que nous dit que c'est territoire Haïti, qui est là-dedans, le côte, les frontières, etc. Donc, première condition, ça, les réunit. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une population qui est différente d'une nation, qui c'est une communauté de monde qui ont volonté de vivre ensemble. Donc, là, il dit seulement qu'il faut qu'il y ait une population. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parlait d'une population haïtienne. En l'autre critère, il dit qu'il faut qu'il y ait un ordonnancement juridique. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement qui est établi, qui est reconnu. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ariel Henry, qui fait office de Premier ministre, président, donc qui a toute fonction, il est reconnu par les Nations Unies, il est reconnu à l'échelle internationale. Et quatrième élément qui généralement manquait à une série de groupements étatiques qui ont pas appelé par non État, tant que Vietnam et tant que Taïwan, par exemple, c'est et ça aurait la reconnaissance internationale. Et jusqu'à présent, la reconnaissance internationale s'agissant d'Haïti, elle n'a pas été remise en cause. Donc, en fait, si on était sur un plan juridique
puisque c'est juriste nous, c'est douane à faire. Haïti, c'est un État. Mais maintenant, donc, que Haïti ne respecte pas ses obligations, ses engagements, que l'IPA fait ça, le doit faire en tant que peuple, en tant que pays, en tant que gouvernement, ça, c'est autre chose. Mais donc, tout critère que vous posez pour parler d'un pays, bien d'un bout de territoire, d'une zone, tant pour l'État, Haïti, aujourd'hui, malgré ça, nous avons pensé, en dépit des gens, ça y est, il a toujours parlé de l'État haïtien et nos territoires, à moins que toute population a dit c'est que, à moins que nous n'avions pas aucune autorité qui représente le pays a dit tout encore, à moins que nous n'assistons parler de population d'Haïti, à moins que le territoire t'avine pas connaître, une série de territoires qui viennent disparaître, une série de zones parce que peut-être il y a une neige qui fond, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'État d'Haïti, donc avec ses forces et ses faiblesses, et puis avec son histoire. Mhm. Mhm. Oui, c'est bon. Par contre, si l'auditeur a lui-même est satisfait, mais c'est réponse vraiment acceptable. Allô? Entre-temps, je vais sujet, M. Feniel. Entre-temps, je Oui, mais rappelle le numéro et mon numéro M. Feniel pour tout le monde qui voulait poser question avec conférencier, nous pas poser question dans 43 95 65 65 43 95 65 65. Pas hésiter à poser question libre et libre, jonglé. Et donc, on est jeudi à ce journée internationale de la Déclaration universelle des droits humains. Et nous avons avec nous Maître Esther Grégoire, qui est spécialiste en droit des affaires. Et nous avons Maître Feniel Michel, Master 2 en droit international. Et merci de Giovanni, qui est Master 2 en droit international, et qui est avec nous. Et nous avons un moment très, très spécial. Et moi, remercie, m'a dit ça pour Maître Esther et Maître Feniel. Nous avons déjà Mano, c'est lui-même qui est responsable, qui est maître même, Radio Explosion. Ils permettent de nous prolonger jusqu'à ce que nous finissions la conférence à 4 heures, exact. OK? Et Bakoné, dans nous-mêmes qui veut dire merci. Allô? allô? Oui, oui. Il y a le DG Romano, c'est le DG, le propriétaire de la radio Explosion. En fait, il a vraiment apprécié l'initiative d'aujourd'hui parce que nous sommes en train de commémorer la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Même les permettent de nous rêver jusqu'à 4 heures. On a fini avec la conférence là. Moi, seulement, nous, on ne va pas remercier pour moi. Bon, un grand merci au DG, donc au DG DG Romano, Romano, donc pour geste extrêmement intéressant parce que ça traduit l'intérêt que le gagne pour la question des droits humains, parce que la question des droits humains, c'est une question qui concerne tout le monde, parce que ça vise à protéger tous les individus, indépendamment de nationalité ou de sexe, ou de fortune et autres, sans discrimination. Et pas qu'on est sous, permettez-moi, et faire un petit ajout par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question de l'État. Oui, Et la question de l'État. OK. Et avant de parler de question de l'État, donc, Gombaga qui est très important pour nous souligner sur la question des droits des détenus. Gagné la Cour européenne des droits de l'homme qui soulignait dans un arrêt que littéralement contre la Russie, il dit que les droits humains ne s'arrêtent pas aux portes des prisons. Ça veut dire quoi? Même si mon est en détention, là, nous d'accord que droit à la liberté individuelle, donc, restreint. Mais Mounsal continue à agir les autres droits humains qui sont consacrés par les autres instruments juridiques, par les instruments juridiques internationaux. Donc, l'État doit prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que les détenus soient capables de jouir droits ça de façon effective. C'est juste pour me dire que, en lien avec cette question. Oui, pour ce qui est de la question de l'existence de l'État. Bon, là, moi, bien content de le fait que Maître Grégoire, ils font une approche internationaliste de la question, donc, à savoir donc, les 4 critères. Mais je voulais arrêter surtout sur, nous parlons une approche constitutionnaliste, le droit constitutionnel. Okay. En droit constitutionnel, généralement, il y a 3 critères. C'est la question de l'État, et le territoire, c'est-à-dire l'assise spatiale, physique. Il y a la population, donc son population qui part. Son population qui est sédentaire, c'est-à-dire qui était, c'est une population qui a déplacé. Et puis, ça a un gouvernement effectif. Un gouvernement effectif qui s'allie.
C'est un gouvernement qui gagne toutes les prérogatives, qui gagne tout un ensemble de prérogatives de puissance publique. C'est un gouvernement qui est capable d'exercer un contrôle effectif sur l'étendue de son territoire. Donc, c'est très important. À l'heure actuelle, donc, parce que l'État haïtien, il gagne, il exerce un contrôle effectif sur toute l'étendue de son territoire. Quoique, il y a des espaces du territoire haïtien qui échappaient pour le présent moment au contrôle de l'État. Donc là, est-ce que ça capable de faire de l'État, est-ce que ça capable de faire, pas qu'à faire de Haïti en État? Non. Même quoique, gagnons l'État, mais toutefois, c'est un État qui est faible, son l'État qui faillit. Donc, son l'État qui est capable, euh, pour le capable d'essayer exercer certains contrôles sur le territoire, certains contrôles sur la population. Donc, exercer des prérogatives de puissance publique. Il y a certaines prérogatives de puissance publique qui échappent. Nous n'avons pas, comme on a dit, on n'a pas peur, on n'a pas besoin de le cacher. Donc, ce sont des prérogatives qui échappent au contrôle de l'État. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, pour la question de la reconnaissance en droit international, et est-ce que la Palestine est reconnue par 138 États? Et pourtant, la Palestine n'est pas un État au sens du droit. Parce que là, il y a un petit problème de territoire, parce que la Palestine n'a pas gagné, territoire n'a pas gagné l'autorité palestinienne. Ça fait que on parle de l'autorité palestinienne. Donc, il n'y a pas de contrôle effectif sur son territoire. Donc, c'est ce que je voulais dire, je voulais donc ajouter à ce qui vient d'être dit sur la question. Parfait. Et nous avons une question, dame posée. Il dit que comment nous capables considérer nous-mêmes comme monde capable de respect droit monde dans le pays, dans gens femmes actifi à violer dans le pays, et puis autorité concernée yo pas jamais fait rien. Ça a duré en pile temps, en pile moun mouri, yo violé en pile moun, yo violé en pile moun, ça yo pas dit rien, est-ce que yo même tout, yo pas dans même équipe avec moun kap fait crime sous femme dans le pays. Donc, ça, c'est une question d'une auditrice. Hein? Oui. Allô? Oui, allô, maître Dorgil. Il y a Oui, oui. Vous avez bien saisi la question. qui lève la main. Oui, vous avez bien saisi la question après. Oui, oui. Même quoi Okay, que, avant même d'y répondre, le gain de son cadet, donc il levé mairie, peut-être, mais Oui. qui souhaite intervenir, donc c'est un monde qui est avec nous sous Zoom, non? Ok, parfait. OK. Et par contre, si maître Grégoire donc, souhaitait avancer, ou bien souhaitait répondre avant, Non, mais Charles, je te laisse la main sur cette question, vas-y d'abord. OK. Et merci maître Grégoire. Donc, on pense que c'est extrêmement important. Donc, pour le présent moment, donc, n'a pas assisté ici en Haïti à une violation systématique de droits humains, que ce soit de la part de l'État, mais également de la part, des particuliers. Donc, et comme je dit tout à l'heure, c'est l'État a trois obligations en matière de droit international, en matière de droits humains, pour être plus précis. L'État a une obligation pour le respecter les droits, c'est-à-dire l'État pas droit lui-même ou bien organiser violer les droits. C'est-à-dire que ça veut dire une obligation négative. L'État a l'autre obligation, c'est l'obligation de protéger, qui est une obligation positive. Obligation, ça veut dire qui ça veut dire, qui ça vient là-dedans. Obligation, ça, suivant obligation, ça, l'État lui-même fait. Il doit prendre toutes les dispositions légales, judiciaires, légales, administratives, politiques et judiciaires pour empêcher que droit l'autre monde violé par l'autre monde. Autrement dit, Jean violé droit Jacques, ou bien Jacques violé droit Jeanne. Donc l'État doit prendre toute disposition pour, par le biais de l'ensemble de mesures, des mesures d'ordre législatif, c'est-à-dire, si il y a un comportement qui pour atteindre à droit monde, l'État doit faire en sorte qu'il y ait adopté une loi pour incriminer le comportement ça et
ensuite pour le capable poursuivre comme ça. Et l'État a gagné obligation pour le capable, notamment en matière de violence faite aux femmes. D'ailleurs, la Convention internationale sur la protection des droits des femmes, et puis, on a la convention Belém do Pará, qui est convention qui a été adoptée en 1995-94 dans le cadre du système interaméricain. Toute convention ça donc fait obligation à l'État pour prendre des mesures que nous sommes parlé là, pour être capable de protéger mesdames contre les violences contre les violences que sont capables de subir, indépendamment de hauteur violence. Même si c'est une relation conjugale, donc l'État lui-même doit intervenir pour que lui-même soit capable de sévir contre ça. Et pour le faire, qui ça? Pour le faire, il va l'utiliser notamment d'ailleurs toutes ces infractions dont les femmes sont victimes, viol, de toute forme de violence sexuelle, violence physique et autres, ce sont des faits qui sont réprimés par le droit pénal haïtien. Donc, il suffit seulement à l'État pour le capable enquêter sur cas, identifier auteur, poursuivre, juger et le cas échéant condamner. C'est ça une obligation, c'est une obligation positive procédurale qui découlait bien évidemment de obligations internationales que l'État prend. L'État lui-même, d'abord, en matière de violation des droits humains, c'est important à préciser, il revient d'abord, la protection des droits humains relève de l'État. C'est l'État qui doit prendre des dispositions en droit interne pour protéger les citoyens et les citoyennes contre les violations des droits humains, indépendamment du fait que c'est l'État qui est à l'origine de lui-même ou bien en particulier. Donc, l'État doit prendre des dispositions, que ce soit des dispositions, je peux dire, judiciaires, visant à enquêter de façon impartiale, indépendante et rapide pour identifier les auteurs de ces actes, traduire devant l'autorité judiciaire compétente et puis juger ou condamner le cas échéant. Mais si l'État lui-même n'a pas arrivé à faire ça, donc l'État va violer ou bien va manquer avec obligation que le gagne, obligation de protéger que le gagnant. Et c'est ça qui fait que après, gagner, je crois que il y a deux arrêts que la Cour interaméricaine des droits de l'homme rend contre l'État en matière de violation des droits humains. Donc, maintenant, si l'État, au niveau interne, était capable, ou bien l'État ne veut pas protéger les droits humains, à ce moment-là, l'État est capable de tenir pour responsable par omission. Yeah, yeah. Et ça, responsabilité internationale de l'État capable d'engager sur le plan international en saisissant la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui, le cas échéant, est capable de voir le dossier devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, maintenant, c'est très important pour nous autres de faire en sorte que si l'État lui-même, les victimes, yo même malgré que yo porté plainte, pas rien qui fait, donc victime ça yo capable de saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Parce que avant que vous saisisse la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le principe important, c'est le principe de l'épuisement des voies de recours internes. Cependant, si que recours n'est pas disponible, ou du moins, malgré que vous-même vous portez plainte, aucune diligence n'a été faite, aucune disposition n'a été prise sur le plan judiciaire pour faire avancer le dossier, donc le gouvernement est capable d'utiliser comme une exception à ce principe, ça veut dire le retard excessif pour capable porter dossier au niveau international. Donc pour le présent moment, il y a plusieurs dossiers qui sont pendants au niveau du système interaméricain contre l'État ici pour violation de ses obligations en matière de protection des droits humains. Parfait. Je ne sais pas si Maître Esther veut avancer quelque chose par rapport à la réponse que Maître Féniel vient d'adresser à l'auditrice. Maître Esther? Maître Grégoire? Maître Féniel? Maître Grégoire? Gilles, je suis là. Ok, non, mais Maître Grégoire, est-ce qu'elle est partie? Bon, juste pour vérifier pour voir. Juste un moment. Maître Grégoire, vous êtes avec nous? Apparemment, elle est partie. Donc, probablement, elle va revenir. Donc, Okay. probablement juste pour brancher son ordinateur. Oui, avant Maître Féniel, vous avez dit que vous avez avec vous des personnes qui voudraient intervenir. Oui, il y a Joderson Cadet donc, qui lève la main donc, depuis presque Ah oui, oh, Justin Cadet. Okay. une dizaine de minutes.
OK, 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 OK. Oui, Cadet, on vous reçoit, Cadet. Ouais, au copier 5 sur 5. Ah oui, Cadet, parfait, parfait, c'est bien. D'accord. Merci un peu, maître Michelet Dorgil. Moi salue tout, maître Ferniel Michel pour intervention, maître Esther Grégoire tout, bon, malheureusement qui pas là. Je me salue tous les amis, Yonago Naïf, Ben Soto qui a fait manœuvre technique. Yo. Moi, félicite intervenant yo pour intervention yo, parce que c'est très intéressant. Yo vraiment étayé question, yo permettre, même si on n'a pas gagné aucune notion dans ça fait droit monde, mais au moins on est capable de comprendre de qui ça a parlé. Maître Michel, on t'a parlé tout à l'heure de questions DPA. Je pense que ça, lui-même, c'est une sorte d'énigme liée pour le système judiciaire haïtien. M'a fini sur un cas, parce que qui est vraiment important. C'est le cas côté que commissaire gouvernement pour le tribunal première instance pour prince là, Maître Edler Guillaume, lui-même il était relâché Madame Stéphanie Mondestin, qui est ancienne directrice générale adjointe ONA, pour raison humanitaire, parce que Madame Mondestin lui-même lui a allaité un bébé. Là, nous n'avons pas de problème avec acte qui posé, mais nous avons essayé de garder motif qui avancé pour que les capable de poser acte ça, pour capable de prendre décision ça. Ça fait moins venir sur le dossier ça, c'est le fait que nous connaissons t'es gagné un mineur qui c'est Lovely Lamour, lui-même qui était dans garde à vue dans le commissariat de Port-au-Prince, il était en pleine ceinture, il était arrivé moment pour lui accoucher, malgré intervention diverses organisations doivent monter fait auprès des autorités pour permettre lui aller à l'hôpital pour lui accoucher. Il pas jamais joindre autorisation au point que tu as diverses autres démarches qui fait auprès des autorités conseillées toujours qui fait que il était une possibilité pour te sortir à l'accoucher. Et lorsque le fin accoucher, il retourné avec lui encore dans la cellule. Et bébé ça malheureusement il va mourir après environ un mois. Malgré toute intervention qui était faite, il n'a pas jamais accepté de libérer malgré qu'il y a des possibilités pour raison humanitaire, ça a toujours été évoqué. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait. Au point que c'est CIDH lui-même qui était obligé de prendre des mesures conservatoires en faveur de Lovely Lamour. Je crois que les mesures ça a été prises, c'était en août 2023. En août 2023, on a une résolution, c'est résolution 49, 49 2023. Et malgré la résolution ça a été prise, Lovely lui-même ne doit pas jamais vraiment respecter. Là, est-ce que nous avons vraiment parlé de justice pour tous dans un pays tant qu'Haïti. Et tout à l'heure, tout, Maître Michel, on t'a parlé de recours un citoyen gagné ou bien il est capable de faire auprès de CIDH si toutefois l'État haïtien a violé les droits. Mais l'un qu'on a un paquet de mesures conservatoires qui prend, le paquet de résolutions qui prend, et jusqu'à présent, l'État haïtien n'a pas jamais météo en vigueur, est-ce que là, vraiment, nous sommes capables de considérer recours ça yo? Est-ce que nous sommes capables de vraiment compter sur recours ça yo lorsque droit nous vraiment violé? Ça, c'est une question que nous avons posée. Il y a un ensemble d'interrogations. C'est vrai que capable de des réponses qui portent, mais là, nous avons dénoncé effectivement, notion de justice pour tout ça, ce n'est pas une notion qui est arbitraire, une notion qui est floue. Merci. Maître Michel? Bon, Bon, merci, Maître Dorgil. Donc, merci, Joderson Cadet, donc, pour cette question. Bon, moi, tout à fait d'accord avec vous. Moi, d'accord avec vous sur l'ensemble de sous préoccupations, ça, notamment sur la question de l'effectivité de certaines décisions qui sont rendues sur le plan international, ou bien, pour être plus précis, sur le plan régional en matière de droits humains. Tout à l'heure, on parle de résolution qui prend. Maintenant, avant que je me réponde à la question, ça, il y a une précision importante pour me porter sur la question de quoi résolution qui prend en faveur de cette dame, dame, ça que vous parlez de l'IA, ça nous dit une mesure conservatoire. Donc, qui est différent, bien évidemment, de une décision qui gagnait en autorité de la chose jugée et qui ont un aspect plus ou moins contraignant dans la mesure où c'est une décision qui vient par une instance juridictionnelle à l'instar de la Cour interaméricaine. Maintenant, mesure conservatoire qui s'allie, sont mesures que commission, hein, lorsque le saisit en question, lorsque il y a urgence,
mais lorsque il y a un risque pour que gagner des pertes irréparables ou des dommages irréparables qui a causé, donc on fait recours avec la Commission interaméricaine pour demander pour être capable ordonner des mesures conservatoires par rapport avec le risque qui gagnait pour que gagner un dommage irréparable. C'est toujours me dire sous forme de référé international. Nous connaissons que pour les avocats, c'est que en droit interne, lorsqu'il y a urgence, c'est le référé. Donc, le référé, le juge le doyen, c'est le juge né des référés. Donc, autrement dit, c'est le juge de. Oh, il y a une bagaille qui parle de compétence au juge des référés. Généralement, c'est l'urgence. Donc, il faut pouvoir démontrer l'urgence. Maintenant, dans ce cas-là, donc, il y a une décision qui sortit, mais l'État haïtien pas exécuté. Généralement, l'État haïtien qui s'accueille avancé, moi, par nos perspectives pour nous défendre, l'État haïtien, il toujours fait en sorte que, bon, c'est une mesure qui contraignante. Mais moi-même, personnellement, donc, je trouve que c'est un mauvais raisonnement de la part de l'État haïtien. Parce que mesure conservatoire, ça, pas que l'État haïtien lui-même prend des ratifier convention. Et c'est sur la base des droits qui sont contenus dans la convention que vous demandez les mesures conservatoires. Ça. Donc, les mesures conservatoires, donc, eux-mêmes là, ils ont participé dans la mise en œuvre de la convention. Autrement dit, ils ont participé dans la mise en œuvre de la protection effective des droits humains. Donc, à mon avis, le fait par l'État haïtien d'une part donc, mettre à exécution ces mesures conservatoires, donc, mettez davantage en jeu la responsabilité de l'État haïtien. Parce que l'État haïtien, c'est comme si on était mal chance pour anticiper, pour éviter commission violation ça. Dès lors que l'État haïtien, malgré une résolution qui était adoptée, demander pour capable prendre des dispositions pour empêcher violation ça, ne pas faire. Ça, quelque part, il peut aggraver la situation de l'État haïtien lorsque, bien évidemment, la question sera présentée devant la commission et, bien évidemment, devant la Cour interaméricaine, à ce moment-là, donc la responsabilité de l'État haïtien pourra le mettre en œuvre. Mais toutefois, je pense que ce n'est pas un moyen. Le refus de l'État haïtien d'exécuter ces résolutions, pas capable d'empêcher nous-mêmes, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'avocat et autres, pour ne pas faire genre de recours. Ça. Au contraire, je pense qu'au niveau interne, il est intéressant pour que les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains, les avocats, les barreaux et autres, ils doivent mettre ensemble pour faire un plaidoyer auprès de l'État haïtien pour amener l'État haïtien à prendre en compte ces mesures conservatoires qui visaient à empêcher une violation des droits humains ou bien qui visaient à suspendre, à mettre fin avec une violation des droits humains qui en cours. Donc, moi, c'est que c'est ça, et c'est ça ma réponse par rapport avec cette question. Donc, nous pas devons suspendre faire ça, nous devons continuer, mais nous devons accompagner de s'annulé une sorte de, nous devons accompagner de s'annulé de sensibilisation, de plaidoyer auprès de l'État haïtien. Et même pour nous faire, il faut être capable de chercher des alliés au niveau international, capable pas dire pour faire pression sur l'État, mais juste pour capable essayer d'amener l'État à prendre en compte ces mesures conservatoires. Et par contre, si me répondre avec question, et je veux son cadet, ou bien est-ce que vous pensez que on voulait que moi pas. Bon, l'autre bagage tout, si vous permettez, c'est que en matière de droits humains, donc, les droits humains doivent être respectés de façon sans discrimination aucune. Donc, il y a une autorité judiciaire qui relevait de l'État, qui est tenue de mettre, qui est tenue bien évidemment de se conformer, de conformer ses actions avec instruments juridiques internationaux que l'État a ici ratifié, lui-même, dans tout ça que l'a fait, il faut qu'il fasse sans discrimination aucune. Bien, bien. Okay? Donc, même si ça, c'est ce que je pouvais dire de cette question. À propos de cette question, bien évidemment. Bon, Maître Michel, il nous reste quelques minutes pour mettre thème à la conférence. Je tiens à remercier tous ceux qui ont qui nous ont prêté leur temps pour suivre cette conférence en direct sur la radio Explosion et à ceux qui sont également sur Zoom avec nous. Nous sommes très contents par le fait qu'ils sont toujours là et nous avançons vers la fin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose juste avant de mettre un thème à cette conférence d'aujourd'hui. Oui, Maître Michel,
Alors, je Oui, Maître m'adresse Rogil, je suis là, donc, ouais. euh, des moments, je m'adresse à Cindy, je m'adresse à Emmanuel Saint-Phar, je m'adresse également à Jean Roud Exantus. Et Julien Cadet vient de poser sa question, c'est bon. Je m'adresse à Mivka Noël et à Rodney Luxon. Je ne sais pas si on a des questions. Si vous avez des questions, messieurs, veuillez les poser, s'il vous plaît. Et à l'auditoire également, nous allons mettre le terme. Nous pouvons seulement recevoir un appel 43 95 65 65. 43 95 65 65. Si il y a un monde qui veut relayer pour poser une question, et nous n'en faisons là directement, nous permettons que on relaye en direct 43 95 65 65. Bon, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'appel, maintenant nous pouvons avancer justement pour pouvoir clôturer. Oui, Maître Michel, nous recevons votre dernier mot pour fermer Bon, la conférence. bon, merci, Maître Rogil. Merci de m'avoir donc invité à prendre part à cette noble activité donc, qui se tient ce jour du 10 décembre 2023, qui ramène évidemment l'adoption, la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre, c'était un 10 décembre 1948 à Paris. Donc, c'était cette déclaration, donc ce moment, c'est un moment historique, car c'est cette déclaration qui va bien évidemment ouvrir la voie à l'internationalisation des droits humains. Donc, si aujourd'hui on est en train de parler de droits humains, on est en train de parler du respect des droits humains, du respect de la dignité humaine, de la justice, de la liberté, c'est parce qu'il y a eu bien évidemment l'adoption de cette déclaration, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée pour permettre à ce que tout individu, dans une perspective, disons mieux, de respecter les droits humains, de respecter la dignité humaine, de favoriser la jouissance effective des droits et libertés fondamentales de l'homme sans aucune discrimination. Donc, je crois que c'est important. Donc, je suis persuadé que les auditeurs, donc, bien évidemment, sont satisfaits des débats qui viennent des débats sur la question de la justice, de la dignité et autres. Bon, je pense que peut-être une autre fois, donc on peut bien évidemment avoir tenu une Ouais. autre, tenir donc une autre conférence de ce genre sur une thématique particulière, spécifique, notamment la question de la détention, par exemple, la question de la détention des femmes, la détention des mineurs, le respect des droits des femmes, la question des violences faites aux femmes. Donc, je pense que c'est important. Donc, on espère que le centre va continuer avec ce processus, continuer avec cette initiative qui s'inscrira, donc, je le pense, dans Quelques une secondes pour perspective terminer. Quelques secondes. bien Faites-moi sûr, bonheur. dans une perspective, bien évidemment, Ouais, vous rendre, terminez, vous. de Terminez promouvoir pour nous, les droits Michel. humains et Oui, terminez pour d'éduquer nous, les terminez. individus. Merci, Merci, donc, terminez. je crois avoir dit. Merci, j'ai dit. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui ont suivi la conférence, soit sur Zoom, soit sur les ondes de la radio Explosion. Merci à Adégio Mano, merci Benso. Je suis votre ami frère, maître d'or Gilles Michelet. Une salutation, une salutation spéciale à Sarah, qui nous suit dès le début jusqu'à la fin. Et merci à vous. Dimanche prochain, je suis votre frère, maître d'or Gilles Michelet, avocat de Naïve. Merci à la prochaine.